Des animaux monstrueux, des espèces rares, des richesses enfouies, des trésors cachés. Voici un monde peuplé de démons qui regorge de terres inexplorées. L'inconnu a quelque chose de mystérieux, et ces mystères attirent des êtres extraordinaires. On les appelle les Hunters. Personne d'exception, le célèbre mais mystérieux Ginfrix est considéré comme l'un des plus grands hunters de son temps. C'est pour rencontrer cet homme, son père, que Gonfrix, 12 ans, souhaite devenir hunter. Mais l'examen hunter annuel est réputé pour être extrêmement difficile et périlleux. C'est là que Gon va rencontrer différentes personnes, aussi bien amis qu'ennemis. Kurapika, assoiffé de vengeance, Léolio, dont le but avoué est de devenir riche, Killua, fils de la célèbre famille d'assassins Zoldyck, et Hisoka, sociopathe dont la grande passion est d'affronter de puissants adversaires. Cet examen scellera le début d'une grande aventure avec des individus aux personnalités bien différentes, prêtes à tout pour réussir leurs objectifs. Salut à tous, c'est Flippies. Aujourd'hui on vous parle d'un manga que l'on apprécie énormément sur l'archipel, Hunter x Hunter. Au vu du sujet, il va être difficile de vous en parler sans vous spoiler, du coup on vous conseille d'avoir lu jusqu'au tome 32 et d'avoir vu tout l'anime de 2011 afin d'éviter les mauvaises surprises. Yoshihiro Togashi, mangaka auteur des deux célèbres mangas Yu Yu Hakusho et Levez-le, revient en 1998 avec un nouveau manga, Hunter x Hunter, qui semble avoir une histoire plus conventionnelle. Le héros est un jeune garçon qui part à l'aventure durant laquelle il va rencontrer des amis et des ennemis, mais aussi des obstacles qu'il surmontera en se dépassant. Pas besoin de vous en dire plus car j'imagine qu'un tas d'autres histoires vous viennent en tête avec ce synopsis. Et pourtant Togashi fait montre d'une grande originalité, et ce car il réussit parfaitement à utiliser les codes du Neketsu en profitant de la subtilité autour de sa narration pour mieux les détourner. Mais comment détourne-t-il les codes de ce genre et qu'est-ce que cela implique? Et pourquoi shonen et non pas Neketsu? Le terme shonen est très courant pour désigner un manga destiné aux jeunes garçons, qui est d'ailleurs la traduction du mot. Mais son utilisation presque abusive nous a fait oublier qu'il ne s'agit pas d'un genre mais simplement d'une cible éditoriale, les jeunes garçons. En gros, c'est une classification très vaste inventée par les éditeurs qui rassemble tous les mangas dont les clients principaux mais non exclusifs sont les jeunes garçons. Les neketsu font partie de la catégorie shonen, mais tous les shonen ne sont pas des neketsu. Ça peut être de la comédie, du policier ou encore d'autres styles. Le véritable genre de Hunter x Hunter est donc le neketsu, sans bouillant en français. Très codifié, ce genre met notamment en scène un jeune garçon qui part à l'aventure durant laquelle il va rencontrer des amis, des ennemis, mais aussi des obstacles qu'il surmontera en se dépassant. En plus de ces codes, le genre tourne principalement autour des thèmes suivants: les arts martiaux et plus généralement les combats, les sports ou même la cuisine. Il s'en sert pour transmettre des valeurs fortes et désormais incontournables que vous avez déjà dû relever: l'amitié, le courage, la détermination, l'honnêteté ou encore la justice. Des valeurs fortes pour les japonais mais tout de même très universelles, car si on y regarde de plus près, on se rend compte qu'une bonne partie de l'identité d'un neketsu provient du concept du monomythe présenté par Joseph Campbell. Pas étonnant puisqu'ici on parle du voyage initiatique d'un jeune héros. Et si mon synopsis de Neketsu vous a fait penser à autre chose, c'est tout à fait normal. Ce genre du manga est loin d'être le seul à s'inscrire dans cette démarche. Harry Potter et Star Wars sont deux parfaits exemples du monomythe. D'ailleurs, vous pourrez voir que beaucoup d'éléments de cette vidéo leur seront applicables. Pour résumer ça simplement, Campbell désigne le monomythe comme étant la structure scénaristique universelle schématisée comme un cycle. On y retrouve des étapes récurrentes telles que l'appel à l'aventure, des épreuves, la rencontre d'un vieux maître ou encore la réalisation d'un but. Au cours de cette vidéo, on va donc voir quels sont les codes du Neketsu et comment Togashi se les approprie. Tout d'abord, l'univers d'Hunter x Hunter dans lequel évoluent les personnages. Souvent, les neketsu se rattachent à une légende afin de créer la base de leur univers. Par exemple, Dragon Ball est une très libre adaptation de la pérégrination vers l'ouest. One Piece est sur fond de piraterie, et Bleach axe son histoire en créant une nouvelle version des Shinigami. Tout comme ses œuvres, Hunter x Hunter est une série fantastique mettant en scène les Hunters, des êtres possédant des facultés hors du commun dont on parlera plus tard. Si l'histoire ne se passe pas à proprement parler dans notre monde, c'est pourtant très ressemblant. Déjà, visuellement, la civilisation humaine est quasiment identique à la nôtre, si ce n'est quelques détails technologiques. Idem pour son fonctionnement. On nous parle d'associations, de clans, d'entreprises, de recrutement et surtout de politique et de jeux de pouvoir qui vont être essentiels dans l'histoire de Togashi. L'univers, malgré le fantastique de la série, est donc très réaliste et ne se base pas sur une légende en particulier. Mais qui dit fantastique dit aussi pouvoir. Les fameux pouvoirs magiques communs à beaucoup de neketsu qui vont être au centre des affrontements et de la hiérarchisation des personnages en fonction de leurs aptitudes. Chakra, ki, stand, haki, cosmos ou encore mana, autant d'appellations pour des pouvoirs souvent pas si différents. Si ce concept est récurrent, c'est parce qu'il permet à l'auteur de justifier l'existence de pouvoirs hors du commun qui contribuent beaucoup à l'identité d'une œuvre. En effet, dans un genre où le combat est prépondérant, la possibilité d'en créer une vaste palette est souvent un vecteur de réussite. Et Hunter x Hunter n'y déroge pas, au contraire c'est justement ce qui fait sa force. Son pouvoir s'appelle le Nen. Déjà on peut remarquer qu'il n'apparaît pas dès le début. Au
départ, les affrontements se concentraient juste sur les aptitudes physiques. Et puis l'arrivée du naine a tout chamboulé. Ce pouvoir est aussi génial que compliqué. Personnellement, je trouve que c'est à l'heure actuelle le meilleur mix entre le ki de Dragon Ball et les stands de JoJo's Bizarre Adventure. Deux séries que l'on peut considérer à la tête de deux types d'affrontements bien définis, le combat de force pure et le combat psychologique. L'utilisation standard du naine permet d'accroître considérablement ses aptitudes physiques, permettant ainsi d'avoir des échanges de coups très impressionnants à la Dragon Ball. Cependant, une utilisation plus poussée permet d'accéder à des facultés personnelles et n'ayant pratiquement aucune limite tant il existe d'aptitudes différentes. Grâce à cela, chaque combat de Hunter x Hunter devient une nouvelle expérience pour le lecteur et une guerre psychologique pour les personnages. La moindre erreur peut amener une mort quasi certaine, et chaque action doit être menée avec 3 coups d'avance pour espérer survivre. De plus, tout comme JoJo's, le scénario de l'œuvre se réinvente à chaque arc. D'abord de l'aventure, elle enchaîne avec un tournoi, autre classique du Neketsu, puis une histoire de mafia, du RPG et enfin de la pure SF horrifique. Là où un manga comme One Piece brasse de nouveaux thèmes à chaque arc tout en se concentrant sur l'aventure et la quête du One Piece, Hunter x Hunter pourrait presque être une histoire différente si on ne conservait pas les personnages principaux. Maintenant, intéressons-nous au héros, Gon Freaks. Un Neketsu s'adressant généralement à un public de garçons adolescents, bien souvent le héros en est un lui-même. Tsubasa, Naruto, Asta, Yo ou encore beaucoup d'autres. Gon n'y déroge pas puisque c'est un jeune garçon âgé de 12 ans tout à fait classique si ce n'est la coupe de cheveux extravagante, autre standard du genre dont Goku et Yugi sont de parfaits représentants. En plus de son jeune âge, il arrive fréquemment que le héros soit dans un contexte familial compliqué. Naruto est orphelin, Luffy et Yugi ont été élevés par leur grand-père et le père de Natsu est un dragon. Avec Gon, on s'intéresse aussi à la thématique du père puisqu'il l'a abandonné pour devenir Hunter, le laissant à Mito et à sa grand-mère. Ensuite, ce héros est généralement un imbécile heureux au cœur pur, honnête et innocent. Encore une fois, je vous cite Goku, Naruto, Asta ou même Seiya. Pour le coup, Gon est bel et bien un peu bête et naïf, toujours avec le sourire aux lèvres. En revanche, c'est un peu plus compliqué que ça pour l'innocence. Certes, Gon ne fait pas le mal, mais il ne fait pas spécialement le bien non plus. Il poursuit son objectif, et s'il ne fait pas le mal, c'est parce qu'il n'a rien à en tirer. Malgré son sens de l'amitié aigu, Gon est surtout très égoïste. Pour preuve, il suffit de regarder les motivations qui le poussent à agir. Il devient Hunter pour retrouver son père, aide Killua parce que c'est son ami, participe au tournoi de la Tour Céleste pour gagner de l'argent, affronte la Brigade Fantôme car c'est un moyen d'obtenir des infos sur Great Island, et participe à ce jeu pour retrouver Jin. En gros, il fait sa vie, il ne défend pas de nobles causes, et le plus évident c'est à NGL. La mission des Hunters est d'éliminer les fourmis chimères pour sauver l'humanité. Mais Gon est surtout là parce qu'il a l'occasion de rencontrer son père et devenir plus fort. Sauver l'humanité n'est en aucun cas la raison principale de sa présence. Cependant, cette motivation qui pousse Gon à agir nous amène au point suivant. Le héros a un rêve ou en tout cas est déterminé. Je nuance car s'il nous vient tout de suite à l'esprit Naruto, Asta, Izuku ou encore Luffy, d'autres héros n'ont pas vraiment de rêve. On retient surtout Ichigo, Seiya ou même Goku qui sont plus ou moins passifs tant que le scénario ne leur donne pas de bonnes raisons d'en faire plus. C'est-à-dire que là où Luffy doit constamment faire ses preuves pour atteindre son rêve et provoquer ses aventures, Ichigo suit le cours normal de sa vie jusqu'à ce qu'un élément perturbateur intervienne. Gon lui est de ceux qui ont un rêve, mais en même temps pas le rêve d'une vie, pas le genre de rêve où une fois accompli tu peux affirmer avoir réussi ta vie et commencer à transmettre le flambeau à la future génération. Au début de l'histoire il voulait devenir Hunter comme Naruto voulait devenir Hokage, mais dès le premier arc il réussit l'examen et devient Hunter. Ensuite il souhaitait retrouver son père, chose faite depuis le tome 32. Et maintenant que veut faire Gon, et plus simplement que va faire Gon? On ne le sait pas et lui non plus. En fait selon moi il s'agirait plus d'un objectif que d'un rêve. Il évolue avec le personnage en fonction de ce qu'il devient et apprend. On en revient à un traitement très réaliste derrière ces couches de fantastique. Contrairement à des héros modèles qui savent ce qu'ils veulent faire de leur vie dès leur plus jeune âge et réussiront grâce à leur détermination sans faille, Gon évolue comme nous le faisons tous. Entre notre enfance, notre adolescence puis l'âge adulte, nos attentes évoluent. Nous changeons et surtout la vie nous change. C'est ce qui fait de Gon l'un des héros les plus palpables du Neketsu, car on ne veut pas être lui, on est lui. Et enfin, dernière caractéristique de base à un héros de Neketsu, ses aptitudes. Alors là il y a deux écoles, soit le héros est un raté complet comme Naruto, Asta, Izuku et Senna, soit c'est un surdoué dès le départ à l'instar de Goku, Meliodas, Tsubasa ou encore Yusei. En plus de cela, il n'est pas rare que le héros se démarque grâce à un pouvoir unique et carrément une légende dont il est l'élu. Et alors là, combo, ça marche pratiquement avec tous ceux que je viens de citer, doués ou non. Pour le coup, Gon a le cul entre deux chaises. Ce n'est pas un raté mais il n'est pas non plus super fort et encore moins l'élu d'une quelconque légende. Certes, il est très doué et possède des aptitudes physiques supérieures à la moyenne, mais énormément de personnages connus lui sont supérieurs, notamment la Brigade Fantôme et le Junishin. Sa véritable force est son incroyable capacité d'apprentissage qui fera de lui quelqu'un de puissant lorsqu'il sera adulte, s'il poursuit sur cette voie-là bien entendu. Évidemment, ce héros rencontre tout un tas d'amis et d'ennemis au cours de son voyage. Mais juste avant d'en parler, je voudrais aborder le chara-design des personnages dans leur ensemble.
Pour rappel, le chara-design est le terme qui désigne l'apparence d'un personnage d'animation, et très souvent dans un neketsu il y a une nette différence entre les personnages principaux et les secondaires, voire tertiaires. Par personnages principaux, j'entends tous les personnages importants de l'histoire en plus des protagonistes principaux. Ils se démarquent par des looks et des attitudes singulières et jouissent d'une large palette de couleurs voyantes. Un exemple concret, Yu-Gi-Oh! Et Beyblade. Tous les joueurs nommés avec leur propre style ont des vêtements et des coupes de cheveux extravagantes ou même des tics corporels prononcés. A l'inverse, les personnages secondaires sont un peu plus oubliables et de toute façon ils sont là pour. Ils ont une apparence plus classique et moins marquante. Exemple parfait, le présentateur dans Dragon Ball. Il n'a pas une extrême importance de par son rôle de présentateur et non de combattant, mais il se distingue de la foule sans pour autant être aussi marquant que la Z-Team. Et enfin les personnages tertiaires. J'aime autant vous dire qu'ils méritent à peine le nom de personnage, car c'est la foule, la masse. Ils sont dessinés de la façon la plus simple possible, parfois sans visage, avec des couleurs ternes de manière à se fondre dans le paysage. Grâce à cette technique, les personnages principaux deviennent plus mémorables et retiennent mieux notre attention tout en évitant que des personnages lambda polluent notre champ de vision. Il arrive que la différenciation entre les personnages soit tellement marquée que leur simple apparence devient presque un spoil. C'est d'autant plus vrai dans One Piece. Chaque nouvel arc apporte son lot d'antagonistes, mais dès leur première apparition, il devient facile de deviner leur rôle dans les grandes lignes. Prenons la Don Quijote Family. L'apparence entre les cadres supérieurs et inférieurs est très nette dès le début. On sait donc que les trois supérieurs vont être réservés aux héros principaux les plus forts et que les inférieurs ne pourront pas être une menace pour eux. Maintenant, regardons Hunter x Hunter. Si au premier abord il est facile d'identifier les personnages principaux, il est quasiment impossible de les différencier par leur simple apparence. En effet, le chara-design d'un personnage ne suffit pas à le résumer, il est pratiquement impossible d'affirmer s'il est fort et important avant de l'avoir vu au sein de l'histoire. Même les héros ont une apparence relativement épurée, si ce n'est quelques couleurs un peu flashy et la coiffure de Gon. Grâce à cela, les héros semblent faire partie d'un tout et s'intègrent plus naturellement à l'univers. On ne les sent pas intouchables juste parce qu'ils se démarquent visuellement. Le mentor de Gon et Killua qui leur apprend le nen est d'apparence tout ce qu'il y a de plus classique, on dirait un simple salariman négligé. Hanzo ne semblait pas avoir plus d'importance que ça, et pourtant il va être plus fort que Gon pendant un bon moment. Idem avec les adversaires de Gon et Killua à la Tour Céleste. Ils avaient l'air d'adversaires de seconde zone, et pourtant ils se sont révélés être des ennemis presque mortels. Les seules exceptions à cela sont le Junishin, Netero, Meruem et ses gardes, ainsi que les membres de la brigade Fantôme. Mais de toute façon, ils sont présentés comme puissants avant d'apparaître, et leur fonction indique qu'ils le sont. De plus, ils vont justement contraster avec l'apparence plus classique des héros qui prouvent qu'ils sont encore en cours d'apprentissage et qu'ils n'ont pas le niveau de ce genre de Hunter. Grâce à cela, Togashi crée constamment la surprise, car des personnages d'apparence banale peuvent être des acteurs clés, tout en sachant que ceux au chara-design plus fantaisistes peuvent mourir en l'espace de 2 cases au détour d'une ruelle. Revenons-en aux antagonistes et aux protagonistes. Alors j'imagine que certaines lectures vous ont traumatisé sur ce point, mais dans un neketsu, le héros est bien plus fort avec ses amis. Sans déraper vers un Deus Ex Machina du pouvoir de l'amitié, l'auteur apporte une grande importance à ce point, notamment par le biais de la relation Gon-Killua. Tous deux vont évoluer avec et grâce à l'autre. Gon ira même jusqu'à éveiller un terrible pouvoir, en partie à cause de son lien avec son modèle Kaito. Plus généralement, l'amitié est un thème récurrent de l'histoire, puisque c'est grâce à elle que Gon, Kurapika et Léolio vont aller défier les Zoldyck pour aider leur ami. C'est aussi pour cette raison que Killua accompagne Gon dans son voyage, car il a trouvé quelqu'un qui le comprend. Ensuite, autre code récurrent, le héros et ses amis luttent contre le mal. La lutte du bien contre le mal d'après les paroles du générique Dragon Ball où les héros repoussent perpétuellement des monstres démoniaques venus conquérir la Terre et parfois même l'univers. Ici, pas vraiment, puisqu'on en revient à ce que je disais avec Gon un peu plus tôt. Ils luttent pour leur intérêt. Si Kurapika se bat du bon côté entre guillemets, ce n'est pas pour la justice, mais avant tout par vengeance. Killua voyage pour se détacher de sa destinée d'assassin qu'il rejette. Contre toute attente, la seule exception peut être Léolio, car s'il attache une grande importance à l'argent, il souhaite aussi devenir médecin pour aider les plus démunis. En plus des amis, il faut compter sur les ennemis, qui bien souvent deviennent des amis à leur tour. Encore une fois, Dragon Ball est l'exemple parfait, mais ça vaut aussi pour Fairy Tail avec Jelal, Gajil et Luxus, ou Senseiya avec les chevaliers de bronze, puis une partie des chevaliers d'or. Mais Dragon Ball reste quand même le champion dans cette catégorie. Depuis le premier adversaire, ils sont pratiquement tous devenus un allié de Goku à un moment ou un autre. Olong, Yamcha, Krillin, Tenshinhan et Chaozu, Piccolo, Vegeta, C17 et C18, Boo et même plus récemment Freezer. Pour en revenir à Hunter x Hunter, ce principe ne s'applique pas spécialement. Les 4 héros se rencontrent dès le départ et à part les quelques chiméras entre rebelles, le groupe ne s'est jamais agrandi. Et bien entendu, comment parler d'un neketsu sans aborder le rival du héros? Vegeta, Kaiba, Ao, Yuno ou encore Sasuke, le héros a généralement au moins une personne partageant le même objectif que lui qu'il devra surpasser pour y arriver. Une fois de plus, Togashi détourne ce code puisqu'au sens strict du terme, Gon n'a pas de rival. Le fait de devenir Hunter n'est pas limité à une seule personne et retrouver Jin ne concerne que lui. Malgré cela, la relation qu'il tisse avec Hisoka se rapproche le plus d'une rivalité. Gon voit Hisoka comme un objectif à atteindre et à dépasser, et ce dernier voit Gon comme un potentiel futur adversaire capable de le distraire. Au fur et à mesure de leur rencontre, on se rend compte qu'ils agissent tous deux dans leur propre intérêt pour la quête du pouvoir. La seule différence est que Gon progresse en restant dans ce qu'on pourrait appeler le bon côté, mais pour combien de temps ?
Il faut savoir qu'il existe des codes plus discrets. Pour n'en citer qu'un, le rôle du pervers invétéré et humoristique tenu par Léolio dans la série. Ce qui m'amène à parler de la place de la femme dans l'œuvre. Sans être forcément un code, les femmes sont souvent là pour être le love interest du héros, être sauvées ou encore pire, simplement montrer leur corps. Si les femmes sont clairement en infériorité numérique dans Hunter x Hunter puisqu'il n'y en a même pas dans le groupe des personnages principaux, Gon n'a pas de love interest et surtout on évite l'hypersexualisation pour la majorité des femmes présentes. Terminons-en avec les codes rattachés au héros par un incontournable, le vieux maître. Une fois n'est pas coutume, Dragon Ball se distingue particulièrement avec un bon paquet, mais on retiendra surtout Tortue Géniale. Il y a également Jiraiya, Rayleigh ou encore Doko, autant de personnages qui ont brillé en agissant peu, mais en frappant fort à chacune de leurs interventions. Et pour une énième fois, Togashi joue avec les codes puisqu'il donne à Gon non pas un, mais deux maîtres dont aucun ne peut être qualifié de vieux. Le premier est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, Wing le salaryman à l'apparence négligée. Et le second, ou plutôt la seconde, Biscuit, une femme de 57 ans ressemblant à la fois à une fillette et une poupée. Selon moi, elles sont dans la veine de ce que je disais à propos des Chara Design. En détournant le stéréotype du vieux maître, l'auteur nous montre qu'il ne faut pas juger quelqu'un à son apparence, et pour aller plus loin que chacun a quelque chose à transmettre et peut apprendre de quelqu'un d'autre. Pas forcément une personne sage qui a eu toute son existence pour comprendre la vie et transmet désormais son héritage. D'ailleurs, cet héritage transmis au héros est une transition parfaite pour parler des codes relatifs à l'évolution des héros dans un Neketsu. Ce qui fait son originalité, c'est qu'il détient souvent un pouvoir incontrôlable au départ qu'il transformera en son plus grand atout. Naruto et Kyuubi, Ichigo avec son lot, Goku et le Ozaru, Yugi et Atem, ou plus récemment l'Alter d'Izuku. Gon lui ne possède rien de tel, il est plus fort que la moyenne, mais à partir de la découverte du Nen, il va rapidement déchanter. On se rend compte que le fossé entre lui et les utilisateurs de Nen est énorme. C'est surtout grâce à ses entraînements que Gon devient plus fort, et cela nous amène au point suivant. Le héros devient de plus en plus fort en battant des ennemis réputés invincibles. Et ça peut carrément être le héros surpasse ses limites lorsqu'il est sur le point de mourir. Absolument tous les Neketsu possèdent ce genre de moment où le héros est confronté à un obstacle qu'il va devoir surpasser. En même temps, c'est l'histoire de la vie. Les difficultés que nous rencontrons nous amènent à devenir plus forts. Même la libération d'un pouvoir caché dans ces moments fait écho à l'adrénaline qui permet à l'homme d'incroyables prouesses lorsqu'il fait face à un danger critique. Bien entendu, ce genre de situation aboutit très souvent à la victoire du héros comme une récompense à sa détermination. Il arrive qu'en de très rares occasions, il essuie un échec, mais c'est pour mieux prendre sa revanche ensuite. Vous vous en doutez, Togashi donne à Gon un développement quelque peu différent. Certes, Gon devient plus fort en affrontant des ennemis qui lui sont supérieurs, ne serait-ce qu'avec Hisoka. En revanche, Gon perd très régulièrement. À chaque fois qu'il s'améliore, l'adversaire suivant lui fait réaliser qu'il est encore très loin de pouvoir se frotter au grand de ce monde. D'ailleurs, Gon n'affronte pratiquement jamais le boss de l'arc. Le plus flagrant, c'est pendant l'arc Chimera Ant où il s'agissait du roi. D'une part, Gon n'avait clairement pas le niveau pour l'affronter, et d'autre part, il n'avait pas forcément de raison de le faire. Et on en revient une fois de plus à l'approche réaliste de l'auteur. Le héros a beau être le personnage principal, ça ne fait pas de lui le sauveur de l'humanité commis d'office. Même la mort qu'il a frôlée plusieurs fois n'était pas un prétexte pour systématiquement prendre sa revanche. Au contraire, ses grands moments de danger lui ont montré qu'il lui reste beaucoup de chemin à faire, pas simplement un entraînement de quelques jours et hop c'est plié, ce qui permet à d'autres personnages d'être développés, parfois même plus que le héros lui-même. C'est le cas de Kurapika à Yorkshire City qui a montré l'étendue de ses progrès, ou de Netero qui assure le vrai clou du spectacle de l'arc Chimera Ant. Malheureusement, ces pouvoirs ont un prix. La souffrance fait partie du cheminement qui justifie la loyauté du héros envers le bien et ses amis. Évidemment, la souffrance physique, mais surtout la souffrance psychologique. Par exemple, la mort de Ace et celle de Jiraiya vont conduire les héros à s'améliorer, là où la mort de C16 va carrément libérer le pouvoir de Gohan à travers sa colère. Pour le coup, Hunter x Hunter n'y échappe pas, bien au contraire, il se jette dedans. La souffrance est au cœur du développement des personnages. On en revient encore à Chimera Ant, mais en même temps, du point de vue du développement, il a mis la barre très haut. La mort de Kaito dévore Gon petit à petit jusqu'au point de non-retour lorsqu'il se retrouve face à Neferpito. Il a attendu jusqu'à n'en plus pouvoir pour prendre sa revanche sur la fourmi, mais une fois en face, il la retrouve en train de soigner une innocente. C'est précisément à ce moment-là qu'on se demande ce qu'il va advenir de Gon. Jusqu'à quand sera-t-il capable de réfréner ses pulsions pour éviter de sacrifier des innocents? Jusqu'à quand restera-t-il du bon côté alors qu'il flirte de plus en plus avec la limite? Et jusqu'à quand sera-t-il vraiment différent d'Hisoka? Contrairement à une large majorité des héros, la souffrance que ressent Gon ne le conforte pas dans sa décision de rester du bon côté. La souffrance de ces héros va les faire douter, réfléchir, puis finalement les rendre plus forts. En revanche, l'aventure de Gon transforme doucement ce petit garçon au cœur pur en être dévoré par ses émotions. Et avec ça, on retourne à Campbell et le voyage initiatique. Chaque aventure de Gon lui ouvre un peu plus les yeux sur le monde et le transforme d'enfant à adulte. Transformation symbolisant le brusque passage à l'âge adulte face à Pitou puisqu'il grandit d'un coup pour obtenir le pouvoir nécessaire pour accomplir sa vengeance. Depuis son départ, Gon n'a cessé de vouloir se confronter aux adultes, prouver qu'il avait autant de valeur qu'eux. Et bien désormais c'en est un, et ce avec tout ce que cela implique. C'est typiquement ce que l'on fait quand on est enfant. On veut absolument grandir, et une fois adulte, la vie paraît vachement moins rose. Cela nous montre que ces événements traumatisants
artisans ont brusquement changé d'enfant à adulte en quelques secondes, rompant ainsi le développement naturel d'un humain. Ce qui est accentué par l'apparence et le comportement de Gon qui est passé d'enfant candide à un monstre tabassant à mort son ennemi par vengeance, renforçant la déshumanisation du héros. De plus, les conditions nécessaires pour acquérir sa force représentent les responsabilités qui lui incombent désormais en tant qu'adulte. Il ne peut plus se reposer sur les autres et devra assumer ses choix. Mais c'est également un exemple parfait du prix à payer pour obtenir de nouveaux pouvoirs. Gon va jusqu'à renoncer à sa vie pour y arriver, preuve à la fois de sa détermination mais aussi de sa faiblesse, car s'il avait tenu compte des avertissements de ses aînés, il n'aurait pas été dans une telle situation. Il ne se serait pas retrouvé face à un adversaire si puissant qu'il doive y laisser la vie pour gagner. Comme vous avez pu le constater au cours de cette vidéo, Togashi adore jouer avec les codes du Neketsu. Bien sûr, tous les Neketsu jouent ou brisent quelques-uns de ces codes, et heureusement, sinon il en résulterait des histoires ultra classiques et prévisibles. D'ailleurs, je pense même que l'inverse est impossible, car certains de ces codes sont contradictoires. Malgré tout, dans Hunter x Hunter, ça va au-delà de ça, c'est quasiment systématique. Chaque code a un petit truc en plus ou en moins qui le rend différent. Il en résulte une histoire à la fois familière et en même temps constamment surprenante qui se réinvente. Une histoire qui, dans un premier temps, utiliserait ces codes pour capter notre attention, puis les détournerait pour nous montrer qu'il est possible de s'en détacher. C'est là-dessus que s'achève cette vidéo sur Hunter x Hunter. Vous en voulez plus? Dans ce cas, je vous conseille l'excellente chaîne d'amis qui est principalement dédiée à l'œuvre de Togashi. Sa vidéo sur le nen va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Si vous avez aimé cette vidéo, on compte sur vous pour la partager un maximum et vous pouvez également nous rejoindre sur Tipeee. C'est là-dessus que je vous laisse, à bientôt sur l'archipel.